sommes engagés. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Pascal Bérubé. Merci beaucoup, Pascal, d'être avec nous. Ça fait plaisir, Denis. Oui, cette semaine, on est avec Pascal Bérubé. Pascal qui est le député de Matane depuis le 26 mars 2007, réélu député de la circonscription de Matane-Matapédia aux élections générales du 3 octobre 2022. Puis là, on le sait plus. On le sait plus trop. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu flottes dans les limbes, Pascal, à l'Assemblée nationale? Y a-t-il un endroit à l'Assemblée où les députés du PQ et les députés de Québec solidaire errent sans trop de but fixe? J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui va arriver là avec votre allez-vous pouvoir siéger? Il y a une première assurance, en tout cas. Je suis réélu pour un 6e mandat comme député de Matane-Matapédia. Puis d'ailleurs, ma grande fierté, c'est le meilleur résultat au Québec sur 125, avec 67 % des voix, plus du 2/3 des citoyens. Je pense que ma légitimité se trouve là. Et quand j'ai prêté serment vendredi au peuple du Québec, évidemment aux gens de chez nous, c'est ça qui comptait. Pour le reste, l'enjeu du serment au roi, c'est sérieux. Quand on prête serment comme député ou en toutes circonstances, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent prêter serment dans le cadre de leur profession. Ou il y a des gens qui ont prêté serment d'une certaine façon dans le cadre d'une union, d'un mariage. Il faut y croire à ce qu'on dit. Et dans ce cas-ci, inutile de dire que pour le Parti québécois, il n'y a jamais cru. Et cette année, on a décidé que ça allait se terminer. Ceci étant dit, qu'est-ce qui est arrivé à la sermentation? On a prêté serment uniquement à la partie du serment qui parle du peuple du Québec. On nous a remis notre petite épinglette, la médaille qu'on nous remet à chaque début de législature. Et puis, on sait que le début des travaux, c'est le 29 novembre. Entre les deux, il y aura une négociation. Puis on a confiance que le gros bon sens va prévaloir. On a une douzaine d'avis de grands constitutionnalistes québécois qui nous disent tous que si l'Assemblée nationale le souhaite, c'est ça qui va arriver, par une motion. Et on va voir, mais je veux dire, entre maintenant et le 29 novembre, il y aura des échanges. Et la clé, c'est le gouvernement de la CAQ qui, lui, souhaitait faire disparaître la monarchie au Québec, le serment à la reine et maintenant au roi. Et là, maintenant, il envoie de drôles de signaux. Ah oui? Oui, j'ai entendu Jean-François Roberge dire à l'émission de Mario Dumont, LCN, que finalement, faites comme les autres avant, puis entrez, on changera la loi éventuellement. Je pense qu'il n'a pas compris qu'on ne veut pas prêter serment au roi. On ne veut pas prêter serment au roi pour aller changer une loi au moment où la CAQ le trouvera opportun. Mais justement, ils ne veulent pas vous laisser le leadership de ce geste. Ils ne veulent pas vous laisser être ceux qui vont avoir été à l'origine de ce grand changement-là qui est très significatif. Ils n'ont qu'à embarquer, je veux dire, à joindre à nous. La question, c'est pas tellement pourquoi nous, on ne veut pas le faire. La question, c'est pourquoi d'autres veulent le faire. et 90 députés de la CAQ n'ont pas rechigné, puis ils l'ont tous fait. Ceux et celles du Parti libéral aussi, mais ça ne me surprend pas. On s'y attend. Les 90 de la CAQ, je veux dire, c'est pas rien, là. Ils ne se sont pas posés la question, puis ça, c'était la consigne. On prête serment au roi Charles III. Je pense que la question s'adresse à eux. Pourquoi eux l'ont fait? S'ils ne croient pas. Et peut-être qu'ils croient plus qu'on pense. Ouais. Et je réalise bien qu'il y a dans cette grande coalition toutes sortes de sensibilités, toutes sortes d'allégeances, toutes sortes d'opinions. Et faut croire que c'est pas unanime dans ce caucus-là, qu'il y a des gens qui sont bien à l'aise avec le régime actuel. Ils sont au poste de commande. On a vu dans les dernières... pendant la course, on a vu dans les derniers mois que le volet indépendantiste est un petit peu malmené au sein de la coalition. Hein? Est-ce que je me trompe? Il n'y en a plus d'indépendantistes. Ils se disent tous nationalistes. Ouais. C'est très commode. Je veux dire, François Legault était le président du Conseil de la Fédération canadienne. C'est pas le Conseil des nationalistes provinciaux québécois, là. Si tu es président du Conseil de la Fédération et que tes homologues des autres provinces te reconnaissent ainsi, c'est que tu es un fédéraliste. Je veux dire, il n'y a pas de troisième voie, là. Soit que tu acceptes le Canada ou que tu veux en sortir. Bon, nous, on est de la deuxième catégorie, c'est clair. Mais je pense que ce gouvernement-là, clairement,
est juste heureux d'être au pouvoir. Je pense que c'est ça le jeu. Donc, ils se sont dit, on a trouvé une niche entre les deux, ça va être populaire. Puis, je ne sais pas c'était quoi le grand projet pour le prochain mandat, sinon de gouverner à demeure. Mais nous, c'est clair. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit dans la campagne qu'il n'allait pas faire le serment. Et là, il y a des gens qui trouvent ça incroyable. Il honore son engagement. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Alors, c'est comme ça qu'on commence le débat. Ceci étant dit, il y a bien d'autres choses qu'on veut discuter, mais c'est un enjeu important. Puis, habituellement, quand on veut déterminer qui n'est pas indépendantiste ou qui ça agace, c'est ceux qui disent « Ouais, mais c'est pas si important que ça, puis il y a d'autres choses. » Là, vous savez que c'est quelqu'un qui n'a pas voté pour le Parti québécois, puis quelqu'un à qui ça fait peur qu'on puisse réussir à gagner cette bataille. Voilà à peu près 1 an. On a eu, on avait ici. Puis tu sais, ça touche plusieurs. On va voir qu'il y a plusieurs sujets qui tournent pas mal autour de ce genre de changement de cap-là qu'on sent à la CAQ, par exemple, entre autres sur le mode de scrutin. Hein, puis on va y venir dans le cadre des choses. Mais on voit que c'était pareil avec la monarchie. On a eu une entrevue avec, Sol Zanetti qui avait amené, tu sais, une motion pour pouvoir le changer. D'ailleurs, l'épisode s'appelait Mourir au feuilleton. On n'a pas eu le temps de le faire. Les libéraux s'y ont opposés. Puis là, puis justement, cette conviction-là, ou en tout cas cette décision-là de la CAQ qui était de dire, ben oui, ça va de soi, on va y aller, est en train sont en train un peu de branler par rapport à ça. Ils sont plus aussi... Ils sont un petit peu plus flexibles, soudainement. Ce n'était que des mots pour se donner une posture nationaliste. Là, ce qu'il dit, c'est au moment opportun. Je pense que c'est là. On en parle beaucoup. Il y a plus du 3/4 des Québécois qui sont avec nous. C'est pas mal là que ça se passe. Là. C'est nouveau roi. Et ça démontre plus largement que sur les enjeux nationalistes, c'est plus une posture qu'une conviction. J'apprends, moi, dans la presse ce matin, par Denis Lessard, que 2 ministres, plutôt fédéralistes, ont cabalé, comme disait ma mère, pour que Simon-Jeanin Barrette ne soit plus le ministre responsable de la langue parce qu'il en mettait trop. Ce que moi, je considère comme le service minimum en langue, pour eux, c'était trop. Alors, résultat des courses, il n'est plus ministre responsable de la langue française. Sur cet enjeu-là, sur la royauté, sur la langue, sur le nationalisme économique, sur plein d'enjeux, c'est une posture. Moi, j'y crois pas, cette conviction-là. Je veux dire, je vois qui entre dans la coalition, qui a été élu, qui même accède au Conseil des ministres. Il y a des gens qui proviennent de partout, là. Je veux dire, en tout respect pour Pascal Derry, que je félicite d'être devenu ministre, était candidate conservatrice, donc plutôt fédéraliste, porte-parole de Michael Rousseau, tristement célèbre pour la question linguistique à Air Canada, puis maintenant, du jour au lendemain, député de la CAQ nationaliste. Je veux dire, quand même. Et c'est pas la seule. Donc, j'aime mieux que les gens soient clairs puis honnêtes en disant, ben moi, j'aimerais ça être ministre ou je veux être député à tout prix. Bernard Drinville a fait preuve d'une belle candeur à l'émission de Stéphane Bureau vendredi dernier. On lui a demandé pourquoi la CAQ. Ben, j'ai choisi ce parti-là parce que je voulais être sûr d'être avec le parti au pouvoir. Ça a l'avantage d'être clair. Mais sur les convictions, moi, je trouve que le courage, c'est d'abord de se présenter pour une cause dans laquelle on croit. Moi, j'ai vu dans la salle du Salon Rouge, lors de la sermentation, plein de jeunes candidats qui savaient que ça allait être difficile. Ils sont tous là. Donc, c'est ça. C'est pas une ambition personnelle qu'ils ont. C'est une ambition collective et vous pouvez le mettre dans cette catégorie-là aussi. Est-ce que c'est pas le grand changement du nouveau Parti québécois, celui qu'on est en train de voir ressurgir après une période on va continuer dans mes analogies. Là, vous avez vécu est-ce qu'on peut dire que le Parti québécois a vécu son purgatoire et que maintenant, on sent un renouveau à travers justement ce que tu es en train d'évoquer? Il y a une clarté, tout est assumé beaucoup plus. Et je vais faire un comparatif avec le lendemain de l'élection de 2018 que j'ai vécu de près, notamment parce que j'ai hérité du poste de chef parlementaire. En 2018, le chef du Parti québécois est battu dans sa circonscription, sort de l'Assemblée nationale. En 2022, le chef du Parti québécois entre à l'Assemblée nationale et remporte cette circonscription. Déjà, cette dynamique-là est importante. Ensuite, 2018, moi, j'ai vu beaucoup de candidats venir
dire lors du post-mortem que notre fin de campagne n'était pas à la hauteur et que ça a contribué à certaines défaites. On avait 30 sièges, on est passé à 10 sièges. Cette année, même ceux qui ont perdu, qui sont évidemment largement majoritaires, indiquent on a aimé la campagne, on est satisfait de la campagne qui a été menée. Et le dernier élément, il est financier, il parle. On était très endettés au lendemain de l'élection de 2018. Maintenant, beaucoup d'argent qui rentre, donc des petits dons, et on chauffe la CAQ au plan national. Donc, ces trois indicateurs-là parlent, selon moi, et aussi, je pourrais dire, la volonté de plusieurs jeunes candidats de vouloir poursuivre. Je trouve ça intéressant. Pour la suite. Je trouve ton point intéressant parce que j'ai les. Tu sais, bon, c'est pas. Moi, j'en fais pas un secret. Là, j'ai milité au Parti québécois pendant plusieurs années. Puis, j'ai comme moi-même, j'ai vécu, je te l'avoue, Pascal, là, il faut que je le dise. De toute façon, s'il y a des gens qui m'écoutent un peu, là, certains de mes amis avec qui j'ai milité l'ont bien entendu dans le cadre de tous mes épisodes avec mes amis là, aux engagés publics. J'ai vécu une petite perte de ferveur. J'ai même trouvé la CAQ sympathique parfois de par ce fameux nationalisme-là. Je voyais que le pouvoir aussi était intéressant, était attirant. Mais ce qu'on vit actuellement, ça me semble exceptionnel. Ça me semble plus excitant à 3 députés que ce qu'on a vécu comme excitation à 54 députés, 24 ministres. Peux-tu me décrire, justement, peux-tu poursuivre et me décrire ce nouvel état d'esprit-là qu'on sent en ce moment au PQ? Je pense que quand j'indique que les gens qui s'impliquent au Parti québécois ont plus d'ambition pour le Québec que pour eux-mêmes, ça paraît à travers leur engagement comme candidat qui va se poursuivre comme bénévole. Même chose pour Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et moi. Moi, je ne me suis pas présenté candidat pour être ministre à cette élection. Je le savais que je ne le serais pas. Bien que j'ai beaucoup aimé ça quand je l'ai fait avec le gouvernement de Mme Marois. On l'a fait par conviction et on savait qu'on n'était pas l'option la plus populaire, mais on y croit. Puis dans ma circonscription, tout le monde sait que je suis indépendantiste. Alors, il y a des adversaires qui ont dit « Ah, il est indépendantiste » en espérant que ça allait avoir un impact. Ouais. On regarde le résultat local, ça n'a pas fonctionné. Puis aux Îles-de-la-Madeleine non plus. Et puis notre chef rentre à l'Assemblée nationale. Et quand on fait l'analyse, qui était en montée importante durant la campagne, c'est le Parti québécois. J'entends Gabriel Nadeau-Dubois dire « Oui, mais le seul parti qui a un député de plus, c'est nous autres. » Ça, c'est sa meilleure ligne. Ah oui, mais là... Ils ont moins de votes que la dernière fois. Nous aussi. Mais quand on regarde la tendance, quand on regarde la campagne qui a été menée, quand on regarde les deuxièmes places, le parti qui a le plus de deuxième place lors de la dernière campagne, c'est le Parti québécois. Donc, il y a un espace de croissance qui est important. Et il est évident que dans un deuxième mandat, l'usure gouvernementale, le nationalisme qui semble mis de côté pour le deuxième mandat, la bonne fortune de ce gouvernement va tourner. Et c'est là que les gens vont chercher une alternative qui n'est pas radicale. Moi, je considère, et ça va être très controversé de le dire à nouveau, que Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec sont des offres politiques radicales. Il faut juste qu'ils l'assument. D'ailleurs, il y a bien des solidaires qui disent, ben, on aurait aimé ça que vous soyez essentiellement sur notre courant dominant au lieu d'aller tenter d'aller chercher un électorat qu'on n'aura jamais. Dans notre cas, on s'assume totalement. On est indépendantiste, régionaliste, humaniste, écologiste. Et puis on l'assume, et je pense qu'on est la meilleure alternative à ce gouvernement, qui semble ne reposer que sur le premier ministre. Et je pose la question, de quoi sera fait la CAQ lorsque le premier ministre quittera? Et on peut penser, et ils n'aimeront pas que je dise ça, qu'il ne fera pas de troisième mandat, et que peut-être son départ surviendra avant la fin de ce mandat. Tu parlais tantôt de cette capacité-là à s'assumer à cette nouvelle affirmation-là. Puis là, il semblerait que lorsque les porteurs de l'indépendance sont en mesure de s'affirmer, ont le courage de s'affirmer, ont le courage de leurs convictions, on dirait que soudainement, le projet fait moins peur. Ça se peut-tu? Tu as dit, ça n'a pas fonctionné, la stratégie de l'épouvantail? Ça n'a pas fonctionné et c'est la manière de le faire aussi. Alors, Paul a fait une campagne avec beaucoup de clarté, pédagogique aussi. Il a beaucoup expliqué les choses avec un ton qui a plu aux Québécois, y compris les gens qui n'ont pas voté pour nous. Qui a fait la meilleure campagne selon
le plus grand nombre de Québécois, c'est le Parti québécois. Le meilleur deuxième aussi, comme ça, oui. Ça va en ce sens-là. Tous les indicateurs que je donne, le plus de deuxième place, le financement, la meilleure campagne, l'équipe la plus jeune aussi de la dernière campagne, c'était la nôtre. Tous ces indicateurs-là sont ouverts et sont positifs. Évidemment, on aurait aimé avoir un meilleur résultat. Mais là, il va falloir parler du mode de scrutin à un moment donné. Oui, mais on est en bien meilleure position aujourd'hui qu'on l'était lorsque je suis devenu chef parlementaire à l'automne 2018. Pascal, je sais, là, on est ensemble, on veut parler de Pascal Bérubé, puis on va y revenir, mais il faut passer un petit peu, il faut parler un peu de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon gagne à être connu, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a découvert. Les Québécois ont découvert Paul Saint-Pierre Plamondon. Je peux pas m'empêcher là, de le mettre dans la même trempe qu'un Bruno Marchand. Puis je m'explique, un politicien avec une nouvelle attitude, un nouveau ton, mais plus qu'on le découvre, tu sais. Puis lui, en plus, il est combatif, parce que là, ça n'a pas été facile, hein. Il n'a pas, probablement, je veux dire, travailler comme ça en dehors des instances pendant des années, peu connu, puis tout ça. Donc, on découvre quelqu'un de combatif. Est-ce qu'il est en train de gagner son pari? Je veux raconter une histoire qui est liée à l'espace où je suis présentement. Je vous parle depuis Matane, du petit bureau que j'ai à proximité de ma chambre. Il y a une autre chambre à côté. Et pourquoi je veux parler de ça? Parce que la première fois qu'il s'est présenté, c'était à peu près un inconnu. Moi, j'arrivais, je pense que j'étais en Europe. Et en revenant, je trouve son numéro de téléphone et je lui dis, pourquoi pas venir à Matane pour obtenir des signatures, pour te permettre d'être candidat. Alors, il le fait avec son beau-père qui arrive avec un gros campeur, qui se stationne dans la cour de Walmart pour sauver de l'argent. Et là, il vient me voir et je lui donne carrément une pile de fiches du Parti québécois à renouveler. Il part à pied, il les fait toutes. Toutes les maisons, il ne connaît pas la ville de Matane. Puis en même temps, il obtient ses signatures. Puis il revient, puis il me donne la pile avec l'argent. C'est fait. Je pense qu'on est en 2016 à ce moment-là. C'était très impressionnant à voir. Ensuite, il décide, après le départ de Jean-François Lisée, d'être candidat à nouveau. Je pense qu'on lui donnait 1% au début. Il décide qu'il travaille. Il arrive à une période ingrate. Il arrive en pleine pandémie. En plus, c'est vrai, tantôt je disais combatif. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Vent en face, hein? Ouais, puis tu sais, les gens se moquent de lui. Puis des boutades un peu ridicules sur son nom, sur le fait qu'il n'est pas à l'Assemblée, tout ça. Je veux dire, attendez. Et là, comme je le disais, à lui et à d'autres, parfait que la notoriété soit moins grande. Il y a un espace de progression. Là, les gens riaient. Ben oui, mais c'est ça qui est arrivé pendant la campagne. Alors maintenant, on le respecte. C'est un député. Il a fait une bonne campagne et il est courageux. C'est pas un peu heureux. C'est quelqu'un, comme d'autres, a renoncé à beaucoup pour être député. Je sais à quoi il a renoncé au plan familial. Il avait un seul salaire les dernières années pour sa famille. Il a 2 jeunes enfants. Je sais comment il vaut comme avocat à Montréal. Lui, il a décidé qu'il fonçait et qu'il assumait totalement le fait qu'il allait faire de la politique sur un horizon plus grand qu'on peut l'imaginer, dans le sens qu'il est là dans la durée. Chose importante que je n'ai pas dit tantôt, il n'y a personne qui parle de leadership présentement au Parti québécois. Là. Après une défaite, c'est une autre nouveauté. Donc, il est là pour tout le mandat et je vais le soutenir. Ensuite, moi, je suis un de ceux qui a renoncé à beaucoup de choses, mais ça ne me dérange pas parce que la meilleure fonction pour moi, c'est celle de député. Alors, pour Paul, pourquoi je parle d'ici de la maison? Parce que je l'ai hébergé souvent dans la chambre juste à côté. Il arrivait, puis là, il faisait campagne avec très peu de moyens. Et je disais tout le temps, je vais t'héberger pour pas que ça te coûte de l'argent. Alors, ici a eu lieu, là, dans cet espace, beaucoup de discussions sur la suite, y compris des discussions où il se disait, est-ce que je vais passer à travers? Et il a réussi. Alors, dire l'émotion qui était la mienne. On l'a senti. Quand ma conjointe m'annonce, lors de la soirée électorale, que Paul a gagné, puis qu'elle pleurait, moi aussi j'ai pleuré parce que j'étais tellement ému pour lui. D'ailleurs, j'y avais dit, ça c'est épouvantable, au post-mortem de 2018, on avait une rencontre qui était au Cégep Maisonneuve, dans Chaga Maisonneuve. Puis là, je le vois arriver, puis je dis, je sais pas quoi te dire, j'aimerais te donner quelque chose pour tout ce que tu as fait pour nous, tu t'es présenté dans Prévost, mais j'ai rien à t'offrir, puis j'en suis comme gêné. Tu sais, tu t'es engagé, tu aurais dû être élu, puis bon. Là, je suis tellement content qu'il soit élu, puis il est tellement engagé
il m'en voudra pas de le dire. Je pense qu'il l'a même pas réalisé et apprécié pleinement qu'il est député lors de la cérémonie parce qu'il est occupé par l'enjeu du serment et le poids de la responsabilité pour la suite. Mais en même temps, c'est de moins en moins un poids parce que quand on s'assume totalement et on dit la vérité, c'est beaucoup plus simple. Et ça va être comme ça tout au long du mandat. Et c'est rafraîchissant. Moi, ça fait quand même 15 ans que je fais l'Assemblée nationale, j'ai tout vu. Là. Mais je me sens comme dans les premiers jours. Ben, c'est ça que je disais tantôt. Mais avec un vertige d'une certaine façon. Puis là, je le réalise. Parce que quand on va entrer, je suis habitué de voir Véronique Yvon, je suis habitué de voir Sylvain Godreau. Ça m'attriste beaucoup. Puis je vais nommer une autre personne. Je pourrais en nommer tellement d'autres, mais je vais en nommer qu'une seule. Que Mégane Perry-Melançon ne soit pas à l'Assemblée nationale, c'est très dur pour moi. C'est ma voisine de comté. Je sais le travail qu'elle a fait. Elle a perdu par 700 voix, même si elle a amélioré son résultat en chiffre net. Pourquoi? Je pense que le chiffre, là, sous toute réserve, 4000 votes du Parti libéral ont été perdus, puis la CAQ en a gagné 4000. D'où ils venaient? Bien évidemment de là. Donc, on ne peut pas rivaliser avec ça. On ne peut pas dire aux libéraux, votez pour nous au lieu de la CAQ. Donc, ils sont allés vers le centre. Ben, c'est un des secrets. Et cette défaite-là me fait tellement mal. Et je sais, c'est une députée fantastique, mais je pense qu'elle a envie de continuer et c'est de bon augure. On va l'avoir de retour, j'imagine, dans 4 ans. On le souhaite, hein? Je ne sais pas, mais elle est combative et moi, si j'avais pu donner un gros paquet de votes au comté de Gaspé, je l'aurais fait. Depuis un certain temps, OK, ben, c'est partout. J'allais dire, le Québec souffre beaucoup là, depuis quelques années d'un climat où chacun doit continuellement choisir son camp, puis tout ça là, au détriment de la nuance. C'est-tu justement, puis là on parlait, on décortique un peu le secret de cette nouvelle énergie-là, le secret de la façon de faire de la politique de Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu embrasses le tout avec enthousiasme. Cette capacité-là à rester calme, à reconnaître les bons coups, des autres, de se permettre la nuance, puis de prendre le temps d'expliquer. C'est ça le secret de Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est ça la fameuse politique autrement? Je pense pas que c'est un secret. Je pense que d'abord, il ne faut pas dire qu'on fait de la politique autrement. Il vaut mieux que ce soit les autres qui le disent. Ça, c'est toujours bon. Moi, je le dis. Je le dis parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est rafraîchissant. C'est ça, s'il vous plaît, il faut que ça poursuive, puis que tout le monde au PQ embrasse cette façon-là de faire. La vraie Dominique, j'ai vu ça pendant la campagne, je veux dire, tu ne peux pas annoncer que le nouveau coke... c'est drôle, ça. Je veux dire, faut que les gens s'en rendent compte et le disent eux-mêmes. Puis moi, je réalisais que les gens m'en parlaient durant la campagne. On aime ça, la manière que ton chef a fait les débats. Puis à un moment donné, c'était pas ton chef, c'était Paul. Là, ça avait changé déjà le lien affectif. Il est comme ça pour vrai. Moi, je veux dire, c'était le bureau voisin du mien. Je le savais qu'il était comme ça. C'est que le monde ne le savait pas. Il n'y avait pas beaucoup de tribunes. Il faut s'imaginer la chose suivante. Puis on a fait une analyse au Parti québécois de la visibilité des partis. Le premier ministre était à LCN et à RDI en direct à peu près tous les jours. Et voilà. On n'avait pas ça, nous autres. Je veux dire, ça finit par marteler un message, d'autant plus que c'est uniquement le message que tu as choisi. Je veux dire, puis ça parlait pas juste de pandémie. Le premier ministre pour parler de la Fédé dans le Père Noël, de sport. Je veux dire, ceux qui pensent là, que c'était pas politique, là, la gestion de la pandémie, là, on s'en reparlera. Là. Le recul nous permet de tirer quelques conclusions, effectivement. Le gouvernement s'est servi de la pandémie pour faire de la politique, c'est une évidence. Alors, Paul, il était comme ça, et là, les gens le découvrent, puis là, il a la chance d'entrer au Salon Bleu et de poser des questions au premier ministre. Ça va être une dynamique intéressante. Ça a été un sujet des engagés publics beaucoup au courant de l'année. Toute cette notoriété-là, cette visibilité-là que politique, que le gouvernement allait chercher, que la CAQ finalement plutôt, allait chercher à travers les nombreux points de presse, puis surtout l'accaparement du territoire médias sociaux auxquels ils se sont appropriés. La page Facebook du premier ministre, qui était abondamment sponsorisée pour les gens qui voulaient des nouvelles de la pandémie, lui a été reproché pendant la campagne. Il faudrait retrouver la manchette là-dessus. Il y a comme un double statut. Elle a servi à faire la promotion de la CAQ pendant la campagne aussi.
Donc, aux États-Unis, ils ont réglé ça. C'est-à-dire qu'il y a un compte présidentiel, un compte pour la vice-présidente, et tu ne peux pas l'utiliser en temps de campagne. Il appartient à la fonction. Cet enjeu-là, pour ceux qui s'intéressent au numérique, et je ne suis pas sûr que ça va être la priorité du ministre Éric Kerr, ça serait de départager ce qui est compte officiel du premier ministre du Québec, donc avec le ton qui convient, puis il pourrait avoir François Legault, chef de la CAQ. Moi, je pense que cette confusion des genres-là l'a beaucoup servi, d'autant plus que la sponsorisation a été payée par l'État, par les citoyens. Donc, ça peut paraître pas nécessairement l'enjeu le plus important pour les gens, mais la conclusion est la suivante. On n'était pas à armes égales pour faire campagne. Est-ce que le monde se... Et j'ajoute un autre élément. Vas-y, Pascal. Et encore une fois, les caquistes n'aimeront pas ça, mais avec moi, ils savent qu'ils ont leur juste. Ils ont tenu un nombre très important d'activités de financement avec des ministres, à 100 $, 200 $, frénétique là, dans les derniers mois, sans arrêt. Un rythme plus fort que les libéraux. Et ça a constitué un trésor de guerre important. Et sans la monétisation de l'accès aux ministres, le Parti québécois serait promis dans le financement au Québec. C'est une évidence selon moi. Donc, il faut nommer ces choses-là. Il faut nommer également que la CAQ a conscrit un nombre important de conseillers politiques à temps plein pendant la campagne dans tous les comtés péquistes. Il faut le savoir, là, à Rimouski, il y en avait 4. Ils ont loué une maison. Dans Matane, il y avait une personne. Dans Gaspé, il y en avait. Dans Duplessis, dans René-Lévesque, aux îles et dans Jonquière et dans Joliette. Ça, il faut le savoir, ça. Ils n'ont pas tous tombé mystérieusement en vacances en même temps. Donc, quand ils nous disent, vous avez déjà fait ça, à ce point-là, je ne pense pas. Ça nous amène pratiquement à parler du mode de scrutin, parce que je vais pouvoir poser la question à Éric Kerr, j'aurai l'occasion de faire une entrevue avec lui, puis je vais la mettre, la question, pour ce qui est des comptes, par exemple, les comptes de fonctions versus de politiciens. Mais ça me fait penser beaucoup au mode de scrutin. Est-ce que c'est alors... J'ai l'impression qu'il y a des décisions qui se prennent quand tu es au pouvoir, que tu as une autre vision soudainement, quand ça peut te garder au pouvoir. C'est un peu ce qu'on semble constater avec le mode de scrutin. J'ai eu Sonia Lebel en entrevue ici, il y a pratiquement un an, peut-être un petit peu plus, qui... Puis, tu sais, elle me parlait de l'avancement du projet, puis à quel point c'était important pour elle, puis que c'était pas un sujet. Puis ça, là-dessus, par contre, son constat, il disait que c'était pas un projet sexy pour le commun des mortels. C'est elle qui elle disait aussi. Elle disait aussi ce truc-là. Puis moi, je pense que c'est une question de comprendre. Parce que, tu sais, en tout cas, je ne commencerai pas à croiser tous les sujets, mais... Puis... Donc, elle se vantait dans sa réponse que malgré la pandémie, le sujet avait cheminé. Le projet avait cheminé, puis que c'était important pour la CAQ, puis ça tenait le cap. Puis là, soudainement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le mode de scrutin? Ben, la réponse est très simple. Jean-Benoît Raté, qui était le conseiller politique responsable du dossier au cabinet du premier ministre, l'a expliqué. Ça allait bien. On avait le projet de loi, on avait un consensus. On était prêt à procéder. Et là, ils se sont rendus compte, oh, ça va arriver, mais nous, on veut garder le pouvoir. Donc, ils ont débranché l'affaire. Et il faut écouter Jean-Benoît Raté. Ce qu'il a dit, encore une fois, l'émission de Stéphane Bureau est incroyable. Il explique comment ça s'est passé, puis il l'a fait sur d'autres tribunes aussi. Donc, c'est un gouvernement qui est obsédé par le pouvoir déjà, là. Une équipe aussi jeune, dans le sens que la CAQ n'existe pas depuis si longtemps que ça. Ils veulent maintenir le pouvoir. Ils prennent toutes les mesures pour y arriver. Et la proportionnelle, d'ailleurs, je rappelle que le premier ministre, chef de la CAQ, avait signé l'entente en public. Ouais. Il a renié son engagement. D'ailleurs, vous allez dire quelque chose d'assez ridicule après. Il dit, j'ai dit en campagne que j'en parlerai pas, puis je tiens mon engagement. Je veux dire, c'est absurde, là. Il a signé une entente avec le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti vert. Donc, il faut juste qu'il s'assume. On aime mieux être majoritaire totalement, ça nous favorise, donc on n'est plus d'accord. Dites-le. Pourquoi il faut y arriver? Puis moi, je représente exactement le type de personnes qui habituellement ont dit « Ouais, mais toi, tu ne veux pas être pour ça parce que ça ferait des comtés plus grands. » Bien, moi, je suis pour ça. Parce que le coût à payer de la distorsion démocratique est trop grand. Et sur la question de la participation au vote, moi, je suis convaincu que si on avait un système qui valorise le vote de tout le monde, le taux de participation augmenterait et la démocratie y gagne. Puis quand tu as des comtés plus grands, si c'est ça la réponse, d'ailleurs, ça, c'est la ligne beaucoup du Parti libéral.
qui sont probablement en train de changer tranquillement, quoique ça leur permet d'être l'opposition officielle. On aura plus de moyens. On s'organisera. Les fédéraux le font déjà. Mais il faut réduire la distorsion. Je veux dire, les caquistes, avec 90 sièges, c'est pas représentatif de l'élection. Ils en bénéficient. Puis tellement qu'ils ont l'embarras. Il y a tellement de députés qu'on parle beaucoup du fait qu'il y en a 60 qui sont déçus de ne pas être ministres. C'est pas à propos de ça, une élection, des ambitions de chacun, de chaque candidat qui a dit à son beau-frère qu'il voulait être ministre. C'est pas à propos de ça. C'est à propos des gens qui vont voter, qui se disent, ben, pourquoi j'irais voter dans ma région qui vote traditionnellement libérale? Ben là, peut-être que ça a un impact parce que ça contribue à corriger à l'échelle nationale des distorsions. Le Parti québécois, qui a plus de votes que le Parti libéral, a 3 sièges et les libéraux en ont 21. Même affaire pour Québec solidaire. Ils ont plus de votes que le Parti libéral. Ils ont 11 sièges et les libéraux en ont 21 parce que leur vote est concentré. Ouais. Beaucoup dans l'ouest de l'île de Montréal puis en partie à Laval aussi. Donc, c'est une évidence qu'il faut y arriver. Mais la CAQ ne sera jamais d'accord avec ça. Et je pense que le dossier est clos pour eux, mais c'est une distorsion démocratique qui va paraître. Quand on va regarder le diagramme du Salon Bleu, à l'ouverture le 29, vous allez voir que d'un côté, il y a la CAQ et ça va déborder de l'autre côté. Ça va faire comme un peu un U. Ouais, on a vu des projections, des graphiques là, à travers, Sur le Devoir, entre autres. Là, Si les gens veulent une démonstration de ça, ils vont le voir. Alors, c'est une évidence. Et moi, il y a beaucoup d'enjeux du taux de participation qui est important pour moi. Je n'ai pas le chiffre exact de la dernière campagne, mais disons qu'il y a 1/3 de gens qui ne vont pas voter. Puis plus les gens votent, plus c'est significatif. Au référendum de 1995, je pense que c'est 94% des gens qui sont allés voter. Ça, c'est fantastique. Encore là, ça aurait dû être 100%. Mais là, le taux est trop bas. Puis on est heureux de ne pas avoir eu le taux de l'Ontario cette année, qui sont à 40 quelques %. Mais cette élection-là contribue à décourager du monde. Il y a des gens qui m'ont dit, ça donne quoi d'aller voter dans un système comme celui-là? Et des gens de tous les partis dans mon comté. Il y a bien des gens qui me disent, moi, j'aurais aimé avoir Bérubé comme député, puis choisir un parti. Mais là, il fallait que je fasse un choix. Alors, encore bien chanceux que dans un parti qui a fait 15% ou 14%, je puisse obtenir 67%. Imaginez quel aurait été mon résultat si j'étais avec le parti qui a fini à 41. Fait que c'est pas à propos de moi, là. C'est à propos de la démocratie québécoise. On nous fait peur à toutes sortes d'anecdotes. Ouais, mais là, le pouvoir des Québécois, ça créerait des alliances, ça créerait des compromis, ça créerait des belles dynamiques. J'ai vécu 2 fois, moi, des gouvernements minoritaires. Avec Jean Charest en 2007, était minoritaire, et avec le gouvernement 12. Et ça fait une belle dynamique, puis ça fait des bonnes décisions. Ça nous amène au groupe parlementaire. Est-ce que le Parti québécois va être reconnu comme groupe parlementaire? Avant que tu répondes à cette question-là, moi, peux-tu expliquer? Regarde, on aime ça, on aime ça, faire de l'éducation, puis mieux comprendre, puis se faire expliquer. C'est quoi, premièrement, un groupe parlementaire? Groupe parlementaire, c'est-à-dire un ensemble de députés, évidemment, on peut imaginer de plus de 2, qui est reconnu à l'Assemblée nationale. D'abord, on peut l'appeler de cette façon-là, le groupe parlementaire du Parti québécois. Souvent, on entend, par exemple, l'opposition officielle, la première opposition, la deuxième opposition. Ça, c'est un peu futile. On devrait, je pense, nommer des groupes parlementaires. Mais ça fait en sorte qu'en bas de l'écran, l'Assemblée nationale, c'est indiqué PQ, CAQ, PLQ, QS. La reconnaissance, c'est 2 choses essentiellement. C'est du temps et c'est de l'argent. Voilà. C'est-à-dire qu'on garantit des plages d'intervention à la période des questions au Salon Bleu, en commission parlementaire, à l'étude des crédits, puis dans d'autres occasions, dans les cérémonies, par exemple. Ça, c'est une garantie qu'on a. L'inverse de ça, si on n'est pas un groupe parlementaire, on est tous individuellement des députés indépendants qui peuvent, à l'occasion, prendre la parole en leur nom. Puis là, c'est compliqué. L'autre enjeu, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est attribué au groupe pour engager du personnel de recherche, de communication, de direction, de comptabilité. Sans ça, la manière que ça fonctionne, c'est que le député arrive à Québec le lundi soir ou le mardi. Il est tout seul. Il fait sa recherche lui-même. Son recherchiste s'appelle Google. Et puis, c'est lui qui fait tout. Alors, on n'a pas les moyens de faire notre travail d'opposition aussi.
Alors, dans cette dynamique-là, ben, il y a des règles qui existent, mais en même temps, elles changent à chaque législature parce qu'on s'adapte. C'est une règle qui a été créée à l'époque où il y avait 2 partis forts. Ouais. Il y a quelques années, l'ADQ avait 7 sièges, ben, ça a été adapté à 7 sièges. À la dernière élection, on disait que c'était 12, ben, nous, on avait 10, puis Québec solidaire avait 10. Ça a été adapté à 10. Là, si on regarde le pourcentage des votes, ben, les libéraux, c'est l'opposition officielle avec moins de votes que nous. Donc, on devrait avoir des moyens aussi, puis Québec solidaire aussi. Le problème qu'on a, c'est que les libéraux ne sont pas très ouverts, puis on peut penser qu'ils n'ont aucun avantage, selon eux, à nous reconnaître, parce qu'ils veulent avoir toute la lumière, puis peut-être 14 députés indépendants, 11 QS, 3 BQ. Donc, ils vont avoir de la pression sur eux au plan démocratique, mais peut-être qu'ils vont privilégier un enjeu partisan. Le gouvernement est ouvert. Mais excuse-moi, Pascal, pourquoi ça dépend du Parti libéral, tant que ça? Le sentiment de tous les groupes, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on s'attend à ce qu'eux ne le soient pas, mais est-ce que la CAQ le sera? Ouais. On ne peut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais ils n'ont pas dit qu'ils l'étaient. Mais est-ce que la CAQ le sera? Parce que quand on dit ça, il semble d'emblée qu'on dit que, ben là, que la CAQ va être d'accord. Est-ce que c'est Ils ont dit oui. Okay. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts. Moi, je vais parler un petit peu à Simon Jolin Barrette qui veut commencer les négociations. C'est le leader parlementaire. On peut penser qu'ils le sont aussi parce que il aimerait mieux que tous les groupes puissent s'exprimer, puis en même temps que l'opposition soit divisée. On peut penser ça. Mais je pense que la bonne chose à faire pour la démocratie, pour reconnaître les résultats, surtout si on ne reconnaît pas que ça prend un nouveau mode de scrutin, au moins, il faut accorder des moyens aux groupes qui sont présents pour bien faire leur travail. Donc, je ne suis pas inquiet du côté du gouvernement. Les libéraux, par un incroyable concours de circonstances, ils sont l'opposition officielle, mais ils ont fini 4e, pas 2e, 4e, presque 5e. Hein? Le Parti conservateur a presque autant de votes que le Parti libéral. Mais c'est honteux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Tout le temps, les 3 premières questions au premier ministre ou à des ministres. Ils ont des somptueux bureaux à la place d'une mairie à Montréal, ce que les gens ne savent pas. L'opposition officielle a ça. Des moyens considérables. Et puis, toujours la primauté après le gouvernement, au budget, par exemple. Il y a plein d'exemples là-dessus. Donc, encore là, il va falloir régler ça avant le 29 novembre. Et les négociations devraient commencer en début de semaine. Donc, on va désigner quelqu'un chez nous qui va être le négociateur. On va parler un peu de ta campagne, si tu le veux bien, Pascal. Comment ça s'est passé? J'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment tout ça, comment tu l'as vécu, cette campagne-là. Tu sors de là, encore une fois, avec un score Xi Jinpingien pour être dans l'actualité. Mais là, je serais curieux de t'entendre comment ça s'est passé sur le terrain, parce qu'il y avait quand même des moyens qui avaient été déployés pour chercher justement à voir s'il n'y avait pas une brèche potentielle dans Matane, non? Oui, on voulait me donner une ride. Oui, c'est vrai! Je me souviens de ça. Là. Ça a donné lieu d'ailleurs à quelques éditoriaux assez comiques. Le chef de la CAQ, plutôt, a dit ça à Rivière-du-Loup en début de campagne. Puis mais l'as-tu eu ta ride? Je ne sais pas en quoi ça consistait, là, okay. Mais je garde ça en poche. Ça pourra me servir. Ouais, tu vas donner une ride à Pascal, hein? Mais c'est pas arrivé. En tout cas, le candidat de la CAQ, je pense, s'en est bien rendu compte. Il a fait 18% des voix, puis on ne l'a pas vu. Campagne différente dans Matane-Matapédia. D'abord, c'est pas une nouveauté avec 2018, mais 3 candidats qui n'habitent pas le comté, celui de la CAQ, bien qu'il soit originaire du comté. Il a quitté il y a longtemps. Celui du Parti libéral, qui a fait beaucoup parler de lui parce que son bulletin n'était pas valide, puis il est devenu. Et le candidat conservateur qui habitait à Sept-Îles, et qui disait qu'il fallait être libre chez nous. Mais finalement, il a maintenant cette liberté-là d'être libre chez lui à Sept-Îles. Je le dis avec beaucoup d'humour. Oh oui, comme les crevettes d'ailleurs. Les crevettes de Matane, ils arrivent de Sept-Îles, me semble. Ils viennent du Saint-Laurent. Ils sont transformés. Alors, quelle réponse. Continue. Voyons de bon compte, les candidats de Matane-Matapédia ont tous été très à mon endroit. Le candidat conservateur m'a écrit un beau mot. Je le remercie, Alexandre. Il a fait ça correctement. Puis, je l'apprécie. La candidate solidaire était fantastique. C'était la même que la dernière fois. Elle n'a jamais dit un mot négatif. Puis, au contraire, elle a beaucoup vanté mon travail. Autre changement organisationnel, ça, c'est une première. Pas de locaux électoraux. C'était la première fois de l'histoire. J'en ai fait quelques-unes des campagnes. C'est toujours un local électoral dans les 3 villes principales, Matane, Montjoly et Amqui. Aucun locaux électoraux. Je pense que c'était une bonne décision. Ça demande beaucoup d'énergie, ça coûte de l'argent, il faut entretenir ça, les repas, tout ça. On ne l'a pas fait.
On a on a travaillé avec des appels automatisés. On n'avait jamais fait. Ça a bien fonctionné pour identifier des nouveaux sympathisants. On en avait plus de 16 000 de pointés. C'est énorme. Avant le début de la campagne, 16 000 sympathisants identifiés. On avait aussi des façons de rappeler le vote. On avait également une banque de courriel. On avait beaucoup de choses. Mais surtout, je pense que j'avais un bilan qui a fait en sorte que les gens avaient confiance. Puis la question de l'urne dans le comté, c'était qui est la meilleure personne pour vous représenter pendant 4 ans? Et là, les gens se sont dit, ben c'est Pascal. Alors, ça ne fait pas l'unanimité, mais quand tu as 2 tiers d'appui dans une population, c'est quand même important. Puis encore mieux que ça, beaucoup de gens qui ont voté pour d'autres partis, surtout que les conservateurs et la CAQ m'ont dit, ben c'est toi qu'on voulait comme député. Puis à la dernière minute, on a voté pour ces partis-là, mais on voulait te garder comme député. Donc, c'est pour ça que je dis quel aurait été mon résultat si j'avais été qu'un parti à 41% au lieu de 15%. Ouais. Ça n'aura jamais. Mais je suis heureux de la campagne, puis moi, je me suis beaucoup investi. Les gens qui... fait toujours rire les gens qui disent « Oui, mais Matane Matapédia, on sait bien. Non, je ne savais pas, justement. Parce que moi, j'ai perdu ma première campagne par 33 voix. J'ai gagné après par 213, puis le reste, on l'a construit. Là. Je veux dire, il n'y a pas de raison particulière que ce soit plus fort ici. Là. Demander aux gens qui sont des agrégateurs de résultats, de projections. On a créé un peu un phénomène local. Donc, on y travaille fort. La journée du vote, je suis allé reconduire plusieurs électeurs moi-même avec ma voiture au bureau de vote jusqu'à 19h50 le 3 octobre. Je suis allé porter une dame que je suis allé chercher chez elle à l'école Bon Pasteur à Matane. Il était 19h50. Je suis allé la reconduire, puis après, je suis allé rejoindre à ma résidence mes proches pour regarder les résultats. Jusqu'à la fin, on a poussé le vote parce qu'on voulait un bon résultat. Et donc, le résultat ressemble essentiellement à celui de 2018 dans Matane-Matapédia, presque identique. La différence, c'est l'effondrement du Parti libéral, qui est à 2% dans mon comté et qui, malheureusement, a contribué à nos défaites dans au moins 3 comtés, sinon plus, mais minimalement Gaspé, Bonaventure et Rimouski. Alors, je souhaite au Parti libéral d'avoir un meilleur résultat la prochaine fois. Bonne celle-là. Hey, j'ai une question. Écoute, c'est ma dernière question. Je te remercie d'avoir pris du temps déjà. Puis c'est une question qui me vient d'un ami auditeur qui savait qu'on allait se parler aujourd'hui. Et puis je lui demande, j'ai dit, tu avais une question, toi, pour Pascal Bérubé, c'est quoi qu'est-ce que tu lui demanderais? Puis il m'a dit, moi, je lui demanderais, c'est quoi un péquiste aujourd'hui? Paul Saint-Pierre Plamondon l'a bien expliqué. Puis moi, j'ai complété son explication. C'est des gens honnêtes qui ont décidé de s'investir pour le collectif et qui ont plus d'ambition pour le Québec que pour eux-mêmes et qui ont choisi de dire la vérité. C'est pas l'option la plus populaire, mais c'est la plus responsable. Donc, c'est quelqu'un qui veut clairement que le Québec s'assume, prenne toutes ses responsabilités. Et c'est un indépendantiste, mais c'est aussi maintenant un écologiste. Une question qui n'existait pas en 1995 lors du débat référendaire, parce qui n'était pas très présente. Et des humanistes aussi, puis des régionalistes. À peu près tout ça. Puis des gens qui sont fiduciaires d'une grande tradition politique et qui représentent, je dirais, à leur face même un peu, effectivement, des patriotes modernes, mais démocrates à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi à l'extérieur qui font encore de l'action politique. Donc, c'est une grande force politique qui a fait de grandes choses, mais qui a aussi un grand avenir, j'en suis convaincu. Et comme je l'ai indiqué un peu de façon légère à un journaliste de Nouveau, comme la force des Jedi, ça peut réapparaître n'importe quand. Et je suis convaincu qu'on est du bon côté de l'histoire. C'est exigeant d'être indépendantiste, mais c'est stimulant. Et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Ah, j'aime ça. C'est exigeant d'être indépendantiste. Ouais. J'aime beaucoup la formule. Merci beaucoup, Pascal, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup aussi à vous, chers auditeurs. Donc, on va avoir une série d'entrevues comme celle-là. On est en train de vous en booker plusieurs parce que là, c'est
post-campagne. C'est super intéressant. Vous allez pouvoir suivre ça sur nos différents canaux. D'ailleurs, ça me fait plaisir de vous parler de notre nouveau compte TikTok, TikTok. Non, c'est ça, les engagés publics sont sur TikTok. Puis, je vais vous dire, on a un bon succès déjà au démarrage. Là, on est à au-dessus de 16 000 vues dans nos 7 premiers jours. Donc, une plateforme intéressante pour nous, prometteuse. Donc, venez nous suivre sur TikTok. Sinon, on est sur Facebook, sur YouTube, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, on est sur SoundCloud. Je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Et on se retrouve pour un épisode régulier ou pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup.